Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre sur E-Télé. Place à ça se discute votre tribune de causerie. Je voudrais déjà annoncer à nos amis téléspectateurs qu'ils peuvent participer bien évidemment à la causerie en envoyant des messages donc au numéro qui s'affiche sur votre écran. Déjà, ce soir, nous allons pouvoir évoquer cette annulation donc du test de recrutement aux fonctions administratives et techniques dans les mairies. Le processus reprend à zéro. Nous en parlerons avec nos invités en plateau. Delphin Gangana, bonsoir. Bonsoir Monsieur Rumian, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes analyste politique. Merci pour votre disponibilité. À vos côtés, François-Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romial, oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Voilà, Julio Tometti, bonsoir. Bonsoir Romial et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes juriste, chroniqueur économie pour François-Xavier Noumon. Et puis le journaliste, c'est bien, Théodule Moussa, bonsoir. Oui, à nouveau. Oui, bonsoir à nouveau Romial. Bonsoir le plateau. Voilà. Delphin Gangana. On a connu quand même dans ce pays plusieurs concours qui ont été annulés. Aujourd'hui, on est quand même dans une phase de pouvoir doter notre pays d'une fonction publique locale, on pourrait le dire ainsi. 1002 candidats ont été retenus dans le cadre donc de ce recrutement aux fonctions administratives et techniques dans les mairies. La sélection, les évaluations qui ont démarré le 19 février dernier, le processus reprend à zéro parce que des plaintes sont notées. Oui, merci Monsieur Roumiat. Vous savez, tant que le monde sera monde, il y aura toujours le mal et le bien. Mais l'essentiel est de pouvoir mettre les mécanismes nécessaires en place, histoire d'identifier ces genres d'erreurs, de les éviter et de sanctionner quand ça arrive. Parce que, oui, il est vrai que dans ce pays, à un moment donné, il y avait des concours que les gens avaient dénoncés, mais qu'on n'avait jamais annulés. Mais si il y a une nouvelle donne où, déjà, quand on commence les dénonciations ou quand on constate qu'il y a quand même de mauvaises choses, les autorités déjà prennent sur eux la mesure d'annuler ou de reprendre. Je pense que c'est pour éviter que les gens trouvent toujours à dire, et c'est pour permettre à ce que désormais les choses soient mieux organisées, que ça se fait ainsi. Donc on va se dire, mais oui, mais comment on a fait pour qu'il y ait encore de difficultés. Mais il n'y a pas un monde parfait où il n'y a jamais de difficultés. Et ce sont les difficultés qui amènent même à mieux s'organiser, à mieux se planifier pour pouvoir bien faire les choses. Donc, moi, je me dis, oui, ces erreurs, il ne peut pas manquer, mais l'essentiel est de ne pas les laisser perdurer, de ne pas les laisser s'amplifier, de toujours trouver très tôt les mécanismes nécessaires, histoire de les stopper. Julio Tometti, est-ce que pour certains, c'est paradoxal quand même, sur la rupture qui prône un certain nombre de choses, qu'on ait ce genre de situation? Justement, parce que la rupture prône un certain nombre de rigueur. Donc, lorsqu'on constate qu'il y a des irrégularités qui se sont glissées, la meilleure décision, c'est de suspendre, d'accord, de voir plus clair ou de réorganiser autrement pour que, in fine, en fait, lorsqu'on aura rendu peut-être public la liste de ces candidats retenus, que ça ne souffre d'aucune insuffisance. Donc, en fait, c'est pour bien faire les choses, on peut dire qu'on a trébuché parce que, en fait, on va se demander est-ce que c'est le fait de l'organisation ou bien c'est le fait des candidats? C'est les deux parties, en fait. Des candidats qui se sont montrés quelque peu, si l'on peut dire, véreux, est-ce qu'on va le dire? C'est pas. Bon, ça a pu échapper aux mailles des filtres de la commission de supervision. Maintenant, il faut dire que ça a commencé avec les plaintes qui se sont élevées en fait depuis la base au niveau des populations. Les plaintes ont été prises en compte. On a donc jugé de la pertinence de ces dénonciations. Et donc, le meilleur à faire en de telles circonstances, c'est de tout reprendre. Maintenant, il y a à voir s'il y en a des gens qui sont responsables d'une manière ou d'une autre et qui peut-être ont enfreint les règles de la République, s'il y a peut-être des sanctions administratives ou judiciaires. Donc ça, c'est encore un autre registre.
François-Xavier Noumon, voilà, on organise un test pour quand même doter nos différentes communes des personnes capables quand même de relever les défis auxquels nos communes sont confrontées. Et voilà, on est tombé dans une certaine, peut-être un manque de rigueur qui ne dit pas son nom. Pas manque de rigueur. Oui, savez, parce que oui. S'il y avait un peu plus de rigueur, on ne pourrait pas arriver à ces plaintes. Non, il faut toujours considérer que, quelles que soient les digues que vous érigez pour protéger tel ou tel processus, il y a toujours des biais qui sont possibles, parce que la volonté humaine est ce qu'elle est. Et je pense que au demeurant, nous devrions être plutôt contents de cette situation. On aurait souhaité que tout aille normalement, mais on devrait être rassuré de ce que le système s'auto-corrige, qu'il y ait que les gouvernants ne tergiversent pas trop en de pareilles situations et aplanissent le terrain et sont prêts autant que cela sera nécessaire pour reprendre le processus. La seule boussole étant l'équité et la transparence de ce processus, surtout que ça devrait contribuer à lancer une réforme majeure. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir de commencer ce type de processus, cette nouvelle page de notre décentralisation avec un processus vicié. Donc moi je pense paradoxalement qu'il faut être plutôt satisfait et rassuré de ce que quand bien même on aurait tout mis en place pour que ces biens n'arrivent pas, que dès que des soupçons sont déclarés, qu'on en arrive à prendre ce type de décision, ça y a le courage politique qu'il faut saluer, et cela est de nature à mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Donc je ne pense pas que ça puisse émousser déjà l'ardeur de ceux qui ont candidaté. Ça devrait plutôt, encore une fois, les rassurer de ce qu'ils sont sur le même pied d'égalité et qu'ils peuvent concourir de nouveau sans risquer de partir de telle complicité ou bien de telle autre fraude. Donc pour moi, c'est le signe de ce que le système est quand même assez sain. Et de toute façon, on est dans une activité humaine et toute activité humaine est potentiellement, peut être potentiellement menacée de ce qu'on déploie aujourd'hui. Très bien. Théodore, ça ? Oui, je crois que c'est une très bonne option que le gouvernement a choisie en annulant ce concours, oui, parce que les raisons évoquées, pour le peu qu'on a eu comme information, irrégularité jonchée dans la présélection donc des candidats, ça voudrait dire beaucoup de choses. C'est vrai que l'annonce n'a pas donné beaucoup plus de détails. Il n'y a pas eu de détails par rapport aux différentes raisons qui ont motivé l'annulation, mais c'est sûr. Est-ce que il y a eu de complaisance au niveau de la sélection? Est-ce que tel secrétaire, tel candidat ne devrait pas se retrouver sur la liste et peut-être pas d'autres truchements, et il s'est retrouvé autant d'irrégularités en tout cas qui ont milité à cette annulation. Ce qui est heureux, comme l'a dit les autres, c'est l'annulation qui est intervenue au bon moment, et ça remettra tout le monde au même pied d'égalité, ça donnera la même chance à tout le monde. Peut-être qu'on retournera sur la liste de tous ceux, on reprendra les dossiers avec un autre comité qui sera certainement mis en place, ajouté au comité qui travaillait depuis février, pour que ça soit véritablement, depuis début février, je dirais, pour que le travail soit véritablement fait. Je crois que c'est quand même étonnant, vous l'avez évoqué, vous avez posé la question, c'est quand même étonnant qu'on continue d'assister à ces genres de comportements. Oui, nous sommes avec des hommes, mais quand vous êtes face à une réalité, vous devez vous conformer et éviter de ces situations qui amèneraient. Ce qui est sûr, il y aura une enquête
une commission d'enquête pour voir où est-ce qu'il y a eu de problèmes, qui ont été les responsables de ces problèmes notés. Ce qui est une fois encore heureux, je le répète, c'est l'annulation. Tout le monde, on va peut-être reprendre le dossier, reprendre la sélection et on donnera certainement beaucoup de chance à d'autres qui devraient peut-être aller à la composition, mais qui peut-être pour d'autres raisons ou pour des raisons ou pour une autre n'ont pas été sélectionnés et qui se sont retrouvés hors de la liste. Et donc, tout repart à zéro. L'objectif, nous, on sait l'engouement, la qualité que nous voulons donner à nos collectivités locales, disons. Très bien, on y revient, mais Jules Automati, quand on parle puisque c'est tout ce que nous avons reçu, quand on parle de ce qu'il y a des plaintes par rapport à l'évaluation des dossiers, on parle de quoi concrètement, l'évaluation des dossiers? Quelle irrégularité pourrait-il avoir? On ne peut pas le savoir d'office. D'abord, je voudrais peut-être corriger quelque chose, bien préciser, en disant que tout ne repart pas à zéro, parce que selon ce qui est dit, on ne peut plus candidater. D'accord? Donc, c'est ceux qui régulièrement avaient postulé, la sélection sera refaite, donc ce n'est pas reparti à zéro. Parce qu'on l'a lu aujourd'hui sur les réseaux, les gens ont tendance à croire que bon, maintenant ils peuvent encore candidater. Non, ce n'est pas le cas. Il faut remarquer que, comment dire, les candidatures ont été en ligne, et on se demanderait, est-ce que, d'une certaine manière, parce que en fait, ce qui a attisé en fait les plaintes, c'est que beaucoup qui se disaient avoir le profil ont régulièrement déposé, n'ont pas trouvé leur nom sur la liste. Ils se demandaient, mais pourquoi, sur la base de quels critères, peut-être François Xavier et moi avons peut-être le même diplôme, le même parcours, on a régulièrement soumissionné, mais François Xavier se trouve être sur la liste de présélection et moi non. Donc ça a commencé par là. Et donc en fouillant un peu plus loin, on s'est rendu compte qu'il y a eu des erreurs au cours de la sélection. Ça peut être peut-être certainement sur pièce, parce que les choses de numérique ont aussi forcément leur faille. Il y a aussi une question d'adaptation de ceux qui manipulent, ou bien de ceux qui sont chargés de faire ces traits-là, c'est-à-dire de transcrire en fait ces inscriptions en ligne. Donc, nous ne savons concrètement pas au fond qu'est-ce qui a pu bien être à la cause de ces dysfonctionnements qui aurait entraîné, qui a entraîné en moins que beaucoup de candidats n'aient pas vu leur liste, leur non retenu. Et donc, il faut donc s'attendre à ce que la nouvelle liste d'accord de candidatures présélectionnées sera certainement plus élevée que les 1002, parce qu'en fait, ce n'était pas 1002 qui avait postulé. Il paraît que c'est un peu moins de 2000. Donc, sur les sélections, bon, en fait, je le dis comme ça, ce n'est pas officiel cette information. Donc, c'est le trait dans le trait qu'on a dû expliquer, puisque le processus aussi avait été décrit. Donc, il reste à attendre que les uns les autres soient davantage aujourd'hui plus vigilants par rapport à la manipulation de ces outils pour que de telles erreurs ne se reproduisent. Maintenant, la crainte qu'on peut avoir, vous savez, quand on dit annulation et quand on passe en fait déjà un processus, c'est vrai, ça rassure de ce que le processus, lorsqu'on remarque des failles, on s'attend pour corriger. Mais ça pourrait pénaliser en fait... Effectivement, j'allais faire la question, mais avant, j'allais faire la question. Mais avant, Jules Automati, en réalité, est-ce que ce n'est pas trop tôt que ça soit sur des plaintes simplement qu'on en arrive à une annulation? Non, pas que ce soit des plaintes, simplement, il y a eu des plaintes. Et donc, quand il y a plainte... Puisque c'est ce que le communiqué... Oui, quand il y a plainte, il y a vérification. Ça veut dire que la commission a vérifié ces plaintes et s'est rendu compte lui-même qu'il y a vraiment dysfonctionnement. C'est pourquoi jusque-là, vous n'allez pas entendre qu'on a dû indexer telle ou telle personne. Ça veut dire que véritablement, il y a un objet de dysfonctionnement que eux-mêmes n'expliquent pas en fait à l'opinion. C'est pourquoi ils disaient que bon, ils prendront le temps de mettre les choses dans de bonnes ordres pour que ça soit résolu comme cela se devrait. Donc, je suis très sûr que ça doit être dans la manipulation des outils bureautiques ou peut-être des personnes qui n'ont pas été suffisamment briefées, je ne sais pas. Très bien. Delphin Gangana,
il a commencé par le dire d'ailleurs, d'autres se verront pénalisés parce que vous savez, peut-être il y a 2 phases de concours, ou bien vous savez qu'il y avait même un concours qui avait été annulé. Et donc on estimait que peut-être c'était l'heure de leur chance. Et voilà que ça a été annulé. Peut-être à la prochaine phase, je n'aurai pas la même chance, je ne serai pas dans le même confort, je ne serai pas dans la même inspiration. Mais on annule tout, on pénalise quand même d'autres personnes. Oui, il faut d'abord dire que tout événement fait des heureux, fait des malheureux. Donc il y a toujours des avantagés, des désavantagés, quel que soit l'événement. Et puis, je vais rebondir sur une partie de ce que vous avez demandé tout à l'heure à Julio. Tout grand mouvement commence par un petit mouvement. Ça veut dire que si vous êtes un chef de famille et qu'il y a un bruit chez vous, et que vous ne cherchez pas à savoir ce qui ne va pas, c'est que vous serez là et puis on viendra vous chercher un beau matin. Donc du coup, il faut déjà s'intéresser, quelle que soit la nature du bruit, à chercher à savoir mais qu'est-ce qui ne va pas. Parce que si on dit que 2, 3, 4 personnes ont commencé peut-être par se plaindre de ce qu'il y a quand même quelque chose, c'est normal que les autorités cherchent à savoir mais ce qui ne va pas, ce qui a mené à ça. L'autre chose que nous n'avons pas, c'est peut-être qu'on n'a pas eu trop de détails sur, c'est-à-dire le dysfonctionnement. C'est en réalité quoi? Est-ce que c'est le système qui a été, parce que cela soit les humains ou les machines, chaque système a quand même des défaillances. Il n'y a rien à faire. Si Carlos Ghosn a pu s'échapper du Japon et se retrouver en Arabie Saoudite, malgré qu'on lui a mis un bracelet électronique, s'il a pu quand même quitter, c'est que les gens ont trouvé quand même qu'il y a une défaillance qu'on peut profiter, il y a une faille quand même qu'on peut profiter et que les gens en ont profité. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'on en arrive là? C'est sûr que tôt ou tard, peut-être que les autorités vont nous expliquer un peu plus. Certainement que la vérification se poursuit. Beaucoup plus de détails sur ça. Mais l'essentiel est que quand on va identifier la cause, si c'est une cause humaine, si c'est les humains qui ont contribué à ça, mais il faut sanctionner pour que cela ne se répète plus. Mais si ce sont les machines, on va aussi corriger la machine pour que ces erreurs ne persistent plus. Donc, il n'y a rien à faire. Il y aura des... C'est tout de même, et j'insiste, c'est tout de même des hommes et des femmes qui sont pénalisés. Mais c'est ça. François-Xavier Noumon. Non, en quoi ils sont pénalisés? Ah oui, parce que vous avez peut-être la chance aujourd'hui d'être sélectionné parmi les 1002. La prochaine fois, rien ne dit que peut-être qu'ils ont été sélectionnés à tort, qui sait. Donc on ne peut pas savoir s'ils sont, s'ils sont pénalisés ou pas. C'est un concours et puis bon, c'est comme la VAR. La VAR permet de revoir les choses. Non, je pense que un concours, c'est, disons, il y a ceux qui... vous savez, le concours, c'est pas forcément le meilleur, comme on dit. C'est pas un examen. Vous arrivez à remplir les conditions, certaines conditions. Vous arrivez à passer le tri. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément meilleur que d'autres. Donc voilà. Donc je pense que il faut être fair play. En tout cas, pour ce processus, encore une fois, il faut rappeler à quelle fin cela est destiné. C'est à une réforme, en tout cas majeure. C'est une nouvelle page de la décentralisation. Donc on ne peut évidemment pas se permettre qu'il y ait un doute là-dessus. Il faut prendre soin en tout cas de ceux qui vont, en tout cas du résultat final de cette sélection, parce que n'oubliez pas, après il y a, je pense que chaque commune viendra tirer au sort. Au-delà de, je sais que c'est il y a d'autres processus qui vont s'en suivre. Donc il ne faut pas se permettre que ce premier processus soit entaché d'une quelconque irrégularité. Donc voilà, ceux qui ont déjà été sélectionnés par ce processus qui sera remis en cause. Et il y a certains d'ailleurs qui ont composé le 19 dernier. Vous parlez de pénaliser, ça vous intéresse bien? Oui, je voudrais d'abord commencer par dire pourquoi peut-être ne pas se fonder en fait sur le mécanisme ou le processus des concours ordinaires que le ministère de la fonction publique organise. Et parce que ce qui m'a semblé ne pas bien aller, c'est lorsqu'il y a concours de certaines vitesses, les candidats postulés ont payé même des frais. S'il doit avoir rejet d'un certain nombre de candidatures, on sort en fait la liste des candidats retenus, la liste des rejets et les motifs des rejets, d'accord, avec l'éventualité de donner un temps pour se mettre à jour. Mais ce que nous avons constaté, il y a eu un temps relativement très court entre la publication de la liste et le démarrage de ces tests-là. Je me rappelle, la liste a été rendue publique un mercredi, et le samedi,
déjà démarrent les premières phases du test. C'est d'ailleurs samedi dernier. Voilà, je me dis, c'était assez relativement court parce que si on rejette, en fait, si on rejette ma candidature, on doit pouvoir me dire pourquoi ça n'a pas été retenu au normal niveau de la présélection. C'est-à-dire quoi? Est-ce que, puisque cette présélection ne se fait que sur la base des pièces, en fait, c'est une étude sur pièces. Est-ce que les dossiers, est-ce que les pièces sont au nombre? Est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont à jour? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai payé, si mon dossier doit être rejeté, ça doit être justifié. Je dois avoir le motif de ce rejet. En fait, c'est ce qui a manqué. Les gens ont été étonnés de ne pas voir leur nom sur la liste sans aucune justification possible. Et donc, ils avaient, comment dire, l'information avait commencé par fuiter, par être relayée. Donc, on s'est rendu véritablement compte qu'il y avait véritablement mal donné. Donc, je voudrais demander si il y a lieu de revoir le processus en ces termes pour donner un peu, comment dire, un peu plus de clarté ou bien de fiabilité aux mécanismes mis en place. C'est toute chose qui rassure, en fait, aussi bien les candidats que l'opinion publique. Mon inquiétude en parlant de pénalisation, les gens l'ont déjà dit, mais ce qui est encore plus grave, en fait, si on observe bien, je me dis, est-ce qu'on n'arrivera pas un jour au Bénin qu'un examen comme le BPC ou le bac soit peut-être annulé parce qu'on aurait découvert, en fait, peut-être des irrégularités qui entachent la qualité de ces examens. Ça veut dire que vraiment nous devons travailler à être assez vigilants dans les étapes préliminaires pour éviter que nous soyons à des étapes aussi sensibles et que ça soit là que les candidats... Bon, ce n'est pas la même chose, surtout examen. Non, concours, en fait, alors que le concours, tout de suite... Voilà. Vous vous rendez compte que on a fini de composer complètement et on se rend compte que peut-être il y a une épreuve qui avait beaucoup fuité et que les gens, et si l'information était sortie, ça veut dire dans quel posture sera le gouvernement à ce moment-là, ça doit être divisé. Donc il faut travailler à ne pas venir à ces extrêmes-là. Voilà. Le fichier national, pour les fonctions administratives et techniques, c'est quand même pour permettre à nos communes d'être efficaces, de pouvoir quand même connaître un certain relais et tout ça. C'est pertinent, d'abord, cette initiative, cette réforme globale donc, du secteur de la décentralisation. Oui, la pédagogie a été présenté et enseigné donc aux concernés d'ailleurs, les actuels maires en septembre dernier par le président de la République qui a eu assez de temps pour leur expliquer les tenants et les aboutissants. Donc de septembre où cette annonce a été faite jusqu'à aujourd'hui, il y a eu d'autres séances qui sont venus éclairer les maires et donc tout le monde était d'accord pour qu'on en arrive à une réforme au niveau des mairies parce que les compétences qui sont au niveau des structures de nos mairies ne sont pas des compétences, parfois il en manque énormément et il y a une politisation aussi. Une politisation à outrance et voilà, et donc on ne peut pas continuer si on veut véritablement avoir une décentralisation des collectivités territoriales un peu comme ce que nous voyons dans les pays à côté un peu, ou ailleurs, et on ne peut pas continuer dans cette lancée. Et donc, c'est une option qui est venue, qui vient donner beaucoup plus de visibilité à nos mairies, les rendre beaucoup plus fortes, plus compétitives, pourquoi pas, et permettre aux populations de se sentir concernées, beaucoup plus concernées, de se sentir mieux administrées par des responsables et donc par des techniciens. Tout ce qui est géré, injecté par l'État, même les partenaires techniques et financiers, tout ceci, ce sont des dossiers à gérer, même la structuration des différentes organisations au niveau des mairies. Ce sont des questions qui devraient revenir désormais donc aux techniciens en la matière, des gens qui s'y connaissent véritablement. Et donc, c'est une très bonne option, cette restructuration donc, de la décentralisation au Bénin. Je crois que, comme on vient de le dire, on ne peut pas vouloir opter pour de tels changements et déjà aux premières heures assister à des ratés. C'est en cela que je rejoins les autres sur le plateau pour dire que l'annulation est une très bonne chose parce que nous avons du chemin, nous avons envie d'instaurer
des collectivités locales territoriales beaucoup plus structurées, leur donner de visibilité. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des ratés, des insuffisances aux premières heures. Voilà, on parle de fonction publique parlementaire. Vous avez fonction publique, on pourrait dire fonction publique locale aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous garantit que les choses changeront dans nos mairies? François Xavier. L'épreuve du temps, toute réforme est un pari. Toute réforme est un pari fait pour l'avenir. Toute réforme, toute option choisie est un pari. Après, c'est à l'épreuve des faits qu'on évaluera l'efficacité ou ce que ça a apporté de nouveau et le plus que ça a apporté à la communauté, puisque là on parle de décentralisation. Par rapport au diagnostic qui a été fait, vous parliez de politisation, d'inefficacité, de légèreté, en tout cas dans tout ce qui est option de marché public, en tout cas la collusion qu'il y avait entre le politique et l'administratif. C'était l'option aujourd'hui, c'est de séparer un peu ces deux fonctions. Donc, et on part sur cette base-là et on se dit qu'il faut mettre pas forcément des cloisons totalement étanches, parce que c'est quand même une administration et le maire demeure la première personnalité de la mairie. Mais il est déchargé de beaucoup de choses au profit du secrétaire administratif, du secrétaire exécutif et de son administration. Maintenant, comment on choisit ces profils-là? Là, on est disons, on vient à peine de démarrer le processus, puis après, pour pouvoir affecter ces profils, cela se fera par tirage au sort. Donc on fait tout pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait le moins possible de connivence de quelque nature que ce soit entre le maire et son personnel administratif. Parce que si vous vous rappeliez que quand le chef de l'État avait fait la pédagogie de cette réforme, certains maires avaient demandé qu'on leur donne la latitude de choisir même le secrétaire administratif, le secrétaire exécutif et les autres pans conséquemment de l'administration. Mais le gouvernement est resté ferme là-dessus pour que ça permette aussi une mobilité, c'est-à-dire que quelqu'un d'Agbanizou aille se retrouver par exemple à Wassap et Onko, peut-être que déjà ça l'oblige à s'investir un peu plus dans le coin, à connaître ses administrés et ça, disons, un détachement de fait, parce qu'ils ne viennent pas. Ça réduit les risques de collusion. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro n'existe pas, mais ça réduit quand même le potentiel de connivence. Et donc ça permet au secrétaire exécutif, au-delà de toutes les prérogatives qu'il a, de travailler de façon de jouir d'une certaine indépendance dans son travail. Donc ça, c'est le but recherché. Maintenant, évidemment, comme pour tout processus, c'est un pari que le gouvernement a lancé. Maintenant, ce n'est qu'au bout de quelques années qu'on verra, à la lueur, au regard de ce qu'il y aura comme transformation sur le terrain, de ce qu'il y aura comme efficacité de ces, on va dire, de ces ensembles communaux, on verra très bien, on pourra évaluer, il sera toujours temps de faire l'évaluation, mais là on ne peut pas dire, on connaît les diagnostics, on voit les réponses qui sont apportées, pour l'intérêt de tous, gageons que ça se passe de la meilleure des façons, parce que le plus important c'est que nos communes et nos collectivités se développent de la façon dont on l'espère. Tout à fait. Déjà dans les épreuves, il y a quand même une différenciation. Quand vous prenez déjà le secrétaire exécutif, il ne subit pas les mêmes épreuves que les autres. Un test psychotechnique, vous avez des entretiens individuels, un certain nombre de choses. Donc, on montre déjà que le secrétaire exécutif, il a quand même un grand rôle à jouer pour l'efficacité et la performance des collectivités. Je pense que c'est l'objectif ici parce que quand vous évoluez, il faut évoluer. Quand le temps évolue, il faut évoluer avec le temps. Cette réforme ce n'est plus à demander si c'est bien fondé ou pas parce que le chef de l'État a eu le temps quand même de s'expliquer et qu'on a vu quand même qu'il y a
une logique. Mais malgré cela, ça ne convainc pas certains. Oui, mais tout système a besoin d'être éprouvé parce que c'est à l'aune de l'expérimentation qu'on va dire, ok, ça a des failles qu'il faut corriger, qu'il ne faut pas corriger. Parce que si il faut juste rester dans son bureau ou bien dans sa chambre regarder, non, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Du moment où on expérimentait un système, on a constaté que ça a commencé par avoir pas s'essouffler. Donc il faut un nouveau système, histoire de voir, parce que on ne peut pas rester, le monde n'est pas statique, ça évolue, donc on ne peut pas rester à un même point, donc il faut évoluer avec le temps. Mais l'avantage, ou ce qui sera bien, et que si ça se faisait ainsi, ça va quand même changer les choses, c'est de ne pas sédentariser les gens, c'est de ne pas garder toujours, parce que parmi ceux qui ont postulé, vous allez voir, ce sont les gens qui travaillent déjà dans l'administration territoriale. Il y en a plein. Quand moi j'ai consulté la liste, j'ai vu pas mal de secrétaires, déjà des gens de l'administration territoriale qui sont sur la liste. Donc il faut faire de sorte à ce que cela ne soit pas la même personne qui a été peut-être embauchée ou cooptée par le maire, qui travaillait déjà là et qui, une fois se trouve être encore secrétaire, vient travailler encore avec le maire. C'est vrai qu'il y a une seule chose dessus. On ne va pas créer de béninois nouveaux. Non, il y a un tirage au sort à faire et le secrétaire exécutif peut se retrouver. Voilà ce que je dis. Donc il faut que cela soit ainsi. C'est vrai que je dis on ne peut pas créer des hommes nouveaux, mais il ne faut pas créer une collision histoire de ne pas pouvoir atteindre l'objectif visé. Parce que quoi? Puisque si c'est l'ancien secrétaire de la mairie qui devient encore secrétaire, donc du coup c'est vrai que oui, on va dire il a un autre manteau, mais c'est la proximité. Mon ancien patron reste toujours mon ancien patron, même si je change un tout petit peu de casquette. Donc il faut vraiment les envoyer sur d'autres sites, histoire de pouvoir atteindre l'objectif visé. Sinon, ça va. Bon, j'ai bien l'impression que Delphin Gangana et bien d'autres voudraient que le secrétaire exécutif soit en quelque sorte des contre-pouvoirs, des contre-pouvoirs. Non, de toute façon, je fais la question à Julio et je reviens. Non, en fait, les secrétaires exécutifs et les autres cadres techniques des administrations municipales ne constitueront pas des contre-pouvoirs. En fait, chacun reste sur sa ligne. Voilà. Le contre-pouvoir parfait en cette matière, c'est le conseil communal. C'est le conseil communal qui adopte, qui suit le maire dans sa gestion. Donc ici, en fait, il y a en fait un détachement de rôle pour rendre les administrations municipales beaucoup plus techniques que politiques, comme elles le sont maintenant. Donc, il n'y a pas risque de voir en fait une sorte de collusion entre les deux. Je pense qu'en fait chacun restera dans son couloir. Les maires apprendront désormais à rester dans leur couloir. Les secrétaires exécutifs aussi resteront dans leur couloir selon le cahier de charge qui est le leur. Donc, ce n'est pas un organe de contre-pouvoir qui sera installé au sein des mairies, parce que vous le verrez bien, en fait, les délibérations au conseil communal, ce n'est pas d'abord chose facile, d'accord, et donc encore venir se buter au secrétaire exécutif, non, je ne pense pas que le secrétaire exécutif, organe technique qui est là pour compléter, pour aider le maire, maintenant pour avoir une charge beaucoup plus technique d'une certaine manière. L'autre chose qu'on ne voit pas souvent, en fait, ça aide les maires et ça les prémunit en fait contre les risques de soupçons qu'on a, parce qu'il faut le dire, en fait, tous nos maires ne sont pas des ripoux, mais en fait la tendance générale, l'opinion générale, c'est que les maires d'une certaine manière font à leur tête, quand bien même il y en a dedans qui gèrent très bien. Donc ça permet un temps soit peu de les soustraire de ce doute-là, de ces doutes-là qui planent sur eux, quel que soit leur mode de gestion. Donc je ne vois pas un tel conflit, un tel affrontement, encore moins une certaine contre-pouvoir entre les maires et les secrétaires exécutifs. François? Oui, de toute façon, l'intention des pouvoirs publics, ce n'est pas de créer un front, de ne pas d'opposer le maire au secrétaire à son administration. De toute façon, connivence ou pas connivence, ils devront travailler ensemble. Mais on essaye, comme Julio l'a dit, de créer les couloirs pour que chacun puisse répondre de sa gestion.
les maires pour impulser les grandes orientations et le secrétaire exécutif pour les implémenter sûrement. Après, il y a un conseil communal et tout ce on a déjà assez parlé de cette loi. Maintenant, par rapport, on a laissé quand même la latitude aux maires de pouvoir tirer au sort En fait, le cadre. Maintenant, le problème... Justement, qu'est-ce que cela apporte véritablement Oui, le tirage au sort, c'est vous pouvez être heureux, chanceux, vous tombez sur... Oui, bon, ça c'est un tirage au sort, donc ce n'est pas exclu. Si vous tombez sur un cadre que vous connaissez, tant mieux, ça vous donne un avantage. Mais ça ne nous donne pas un avantage forcément dans la collusion que vous pouvez créer. Mais on veut créer un processus quand même assez transparent. Ce qui est sûr, on ne veut pas laisser toute la main au maire pour choisir son collaborateur le plus direct. Donc le tirage au sort, c'est, disons, couper la poire en deux. L'État garantit quand même une certaine liberté à ses secrétaires exécutifs, en tout cas du fait de ce tirage au sort, de ce processus. Et le maire, on peut dire, il a quand même... il a quand même quelques pouvoirs en main, même s'il ne sait pas qui il tire. Après, ce sera... Comme on le dit vulgairement, ça change, mais bon, comme le disait l'autre, laissez-nous notre budget. Laissez-nous notre budget, oui, et ça c'est de Pomassé qu'on a eu ça. Et ce jour-là, il faut le dire, il a exprimé le ressentiment de plusieurs. Bon, c'est une réalité, mais malheureusement, on ne peut pas continuer en l'état, c'est clair. Désormais, les maires, en tout cas, c'est pas la peine de revenir sur comment ça et tout ce qui s'est passé. Tout à fait, nous parlons du fichier d'ailleurs. Oui, alors, donc le fichier, forcément, à l'épreuve du temps, va nous donner ses résultats à l'expérience. Et que les fonctions techniques, les fonctions administratives et les fonctions politiques, en tout cas, tout sera réparti, chacun restera dans son couloir et on assistera à une nouvelle façon de gouverner nos territoires, nos collectivités territoriales. Je crois qu'ils ont compris au regard de tout ce qu'il y a eu comme séance et des séances qui vont certainement continuer au niveau des mairies, des municipalités, pour qu'ils soient véritablement, je me dis, dès que la sélection, le tirage au sort, les deux seront faits, alors les maires... C'est vrai que nous n'avons pas encore les nouvelles dates par rapport... Les nouvelles dates, oui, les maires seront beaucoup plus implémentés, ou en tout cas beaucoup plus, je dis, instruits de ce qu'ils se feront désormais. Même ces nouveaux cadres techniques qui seront au niveau de ces collectivités aussi recevront des lettres de mission, en tout cas un carnet sûr pour qu'on ait une idée de ce qu'on veut désormais de nos mairies. Et au bout de 3 ans, 4 ans, on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, il y aura un bilan à mi-parcours de façon, une pédagogie de cadrage qui interviendra à chaque fois, parce que c'est tout un début, c'est une nouvelle option que nous choisissons et nous voulons l'expérimenter tout en ayant foi que ça marchera, ça portera ses fruits. Que deviendrait, Julio Tometti, les cadres, ou du moins ceux qui sont dans nos collectivités, après donc, la sélection et après toutes ces épreuves prévues pour les candidats qui seront retenus à l'avenir, donc après cette annulation? Que deviendront ces cadres dans nos collectivités? Oui, c'est pourquoi je voulais préciser même un élément. En fait, les cadres de nos administrations actuelles ne sont pas exclus du processus. Et je pense qu'ils ont même une certaine prééminence. Si on peut déjà jouer peut-être la question de délocalisation, déjà ça pourrait arranger les choses. Non, nous sommes dans une réforme, donc il y en a qui vont forcément en partie. En fait, c'est le propre des réformes. Donc, ça dépend du statut de chacun, en fait, dans les municipalités. Il y en a qui ont le statut de fonctionnaire municipal, donc ils seront affectés certainement à d'autres rôles. Donc, si ce n'est pas le cas, bon, les intéressés se réorienteront autrement dans la vie active. Donc, le problème ne se pose pas à toute mesure. Mais je pense déjà qu'eux-mêmes, ils savent déjà quelque peu quel serait leur sort ou
les perspectives d'avenir qui s'offrent pour eux, mais c'est des gens qui quand même peuvent toujours rester utiles parce qu'ayant eu l'expérience de la chose. Parce que l'autre chose qu'il ne faut pas omettre, c'est que les candidats que nous avons, bon, il y en a carrément, puisque en fait, j'ai vu les conditions un peu, je ne sais, c'est peut-être dans le tri que ça va se faire, mais il y a beaucoup qui, comment dire, même n'ayant pas une connaissance pointue, d'accord, des questions de décentralisation, puisque on s'est basé sur questions de niveau d'études et d'expérience professionnelle. Donc, bon, je pense que dans les autres phases, il y aura d'autres... Oui, il y aura d'autres mécanismes de filtre, mais certainement aussi, il y aura à la fin aussi des formations de mise à niveau, notamment sur les défis en jeu de la décentralisation, ainsi de suite. Donc, les gens seront quand même formés. Mais ceux qui sont, acteurs de la décentralisation maintenant ont en fait certainement une prééminence et ils vont certainement mieux se défendre que ceux qui n'ont jamais été confrontés aux réalités pratiques de la gouvernance locale. Il y a tout de même, dans nos universités, il y a même des filières qui abordent des questions de développement local, un certain nombre de choses. On pourrait dire que ces personnes sont peut-être plus aptes à pouvoir se retrouver dans le fichier national aux fonctions administratives et techniques dans nos mairies. Oui, et la belle preuve est que sur la liste, bon, si vous connaissez, vous avez des connaissances et vous regardez... Bon, cette liste qui est annulée... Oui, la liste annulée, oui, mais bon, la liste annulée est quand même pas, ça fait partie de ceux qui ont soumissionné. Oui. Donc du coup, on peut déjà prendre ça comme déjà une photocopie de ce que l'on aura à la fin. Bon, et après on aura l'original, quoi. Donc moi je parle sur la base de la photocopie, et après on aura l'original. Donc si je regarde la photocopie, c'est sûr qu'il y a, en tout cas j'ai vu des gens qui sont dans l'administration publique, mais qui ont postulé. Il y a des gens qui sont dans l'administration locale, mais qui ont postulé. Il y a des gens qui sont peut-être nulle part, mais qui ont quand même postulé. Mais donc c'est sûr, c'est à la fin qu'on va apprécier. Et ce que moi je dis, ce n'est pas qu'il n'y aura pas des gens qualifiés, non, il y aura des gens qualifiés, il y aura des gens vraiment aptes pour faire le travail, c'est sûr qu'il y en aura. Et l'autre chose que moi je me dis, oui, un secrétaire exécutif ne fera pas partie de toutes les autres, c'est pas toutes les autres parties de l'administration. C'est sûr qu'il y aura que le secrétaire sera appelé à travailler avec d'autres personnes. Et même le maire aura quand même encore son secrétariat particulier ou son secrétariat général ou administratif. C'est sûr qu'il y aura encore d'autres postes qui seront toujours là. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? Parce qu'il faut partir de l'objectif. Qu'est-ce qui a mené la réforme? C'est pourquoi qu'est-ce qui a fait qu'on a pensé désormais à donner la gestion, c'est-à-dire l'ordonnancement du budget à un secrétaire exécutif. C'est parce peut-être que, si je me rappelle un peu de ce que le chef de l'État avait développé en son temps, il disait que peut-être qu'un maire, pour une raison politique, peut orienter l'exécution du budget dans un autre sens que dans un autre. Ça veut dire qu'un projet qui est prévu pour être exécuté chez François Xavier, peut-être qu'un truc politique a fait que, bon, on m'a dit non, que c'est chez Roméa du moment qu'il faut faire. Excusez-moi. Voilà, toujours, c'est le moment qui me fait. D'accord. Donc, on peut peut-être assister à ce genre de choses. Ça veut dire que la politique, peut-être à outrance, amène des fois à ne pas exécuter orthodoxement le budget ou les projets qui ont été prévus ne soient plus vraiment exécutés comme cela se devrait. Mais que le secrétaire exécutif fera de sorte à ce que ce qui est prévu pour être exécuté à un temps T dans un espace T ou bien dans un espace X, il faut que cela soit fait, de sorte que cela ne soit plus à cause de la politique qu'on oriente autrement les choses. Donc quand moi je dis qu'il n'y ait pas de collision, de sorte à ce que, oui, c'est ce qu'on est en train de refuser. Mais il ne faut pas qu'on en arrive encore à la même chose dénoncée ou ce qu'on peut corriger. C'est pour ça que moi je dis il faut faire de sorte à ce que cela ne soit pas les anciens collaborateurs qui continuent toujours de travailler et puis même en son temps quelqu'un disait même que il faut pas, il y a un mec qui avait même dit il ne faut pas que les secrétaires exécutifs se trouvent être encore leurs concurrents sur le terrain. Donc il y a quand même des craintes d'une manière, de part et d'autre, il y a des craintes, mais pour moi c'est de faire de sorte à ce que
ces craintes soient dissipées, c'est de faire de sorte à ce que ces craintes ne soient vraiment pas des trucs réalisés. Donc il faut déjà, dès maintenant, chercher le mécanisme nécessaire à éviter. C'est sûr que ça peut arriver, mais à éviter au maximum que cela ne soit. C'est ça l'objectif. François-Xavier Noumon, quand je fais partie de ce personnel de nos mairies, je suis dans le fichier de la fonction publique. En fait, je parle du central. La fonction publique nationale, non, je ne pense pas. C'est pas vous n'êtes pas un fonctionnaire de l'État, vous êtes un fonctionnaire de l'administration territoriale. Bon, franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Mais pas un fonctionnaire, vous êtes un prestataire. Un prestataire, puisque c'est pour un temps, c'est pour une période donnée, c'est pour un CDD probablement. Donc voilà, donc je pense que de toute façon... Parce que quand vous prenez quand même l'intitulé, fichier national, aux fonctions administratives. C'est-à-dire quoi, vous pouvez être dans le fichier et ne jamais être mis à un poste. Tout à fait, c'est comme une base de données. Voilà, donc ce n'est que ça. Et donc, quand vous êtes sélectionné, je parle de ceux qui seront pris dans le fichier, dans nos mairies. C'est-à-dire, ils auront quel statut, par exemple? Ils ont le statut d'agent contractuel, parce que c'est comment dire, sauf erreur de ma part ou sous réserve de repréciser mes idées avec le nouveau test, ce sera le temps, d'accord, d'un mandat. Ouais. Le temps de mandat. Oui. Bon, de toute façon, on y reviendra. Non, c'est pas un poste. Et déjà dans l'idée, ce n'est pas dans l'idée de la réforme, ce n'est pas un CDI qu'on vous accorde et que vous pouvez rester la vie. Parce que si c'est ça, ça ne rime plus à rien. Parce qu'on veut quand même que les cadres puissent venir exécuter ce qu'ils ont comme tâche et ne s'habituent pas trop aux heures et aux oripeaux de cette fonction. Et parce que quand vous imaginez, ça revient au même si vous laissez un secrétaire exécutif tout puissant là pendant des lustres. Donc qu'est-ce que vous évitez? Vous n'évitez rien. Pas pendant des lustres. Il pourrait se retrouver d'autres. C'est-à-dire, il pourrait se retrouver ailleurs. C'est comme par exemple le ministère, un ministère des Finances qui, par exemple, a fait tel dans nos mairies, ou voilà, il peut se retrouver ailleurs. Donc, oui, mais bon, ça c'est à voir. Il faut qu'on lise la loi exactement pour savoir ce que c'est. De toute façon, ceux qui ont candidaté savent à quoi s'en tenir. C'est à cause de ça qu'ils sont allés le faire. Donc, ne vous inquiétez pas pour eux. Ils savent exactement à quoi ils aspirent, ils connaissent les conditions. Donc, l'essentiel pour les citoyens comme nous, c'est que ça se fasse dans les meilleures conditions qui soient et que les collectivités, au final, rencontrent les bénéfices qui sont escomptés dans cette mutation importante qui est en train d'être implémentée. Voilà. Merci beaucoup. À vous, François-Xavier Noumon. Merci à vous, Delphine Gangana. Jules Otameti, merci. Merci, Roméa. Voilà, Théodule Gonsa, merci.